Bonjour à chacun. Je vous présente donc quelques explications qui concernent le chapitre 8 de votre manuel et qui s'intitule Les principes chimiques des analyses médicales. Alors l'idée est de traiter le QCM de ce chapitre et trois exercices qu'on va regarder ensemble. Et donc de temps en temps, s'il faut rédiger des réponses, je vais vous montrer ça à l'écran. Donc l'idée c'est de revoir ces notions qui ont été amplement vues, notamment en séance de travaux pratiques. Donc là, il s'agit de revoir ces quelques notions donc, avec l'objectif du baccalauréat prochain. On va commencer par le QCM qui est en page 120. Alors, on vous parle d'abord de soluté moléculaire ou ionique. Alors, première question, vous avez un sel ionique, le chlorure d'aluminium, est constitué des ions Al3+, et donc d'ion chlorure. Alors, pour qu'un sel soit neutre, il faut autant de charge plus que de charge moins. Donc Al3+, on va l'adjoindre donc 3 chlorures, comme ça on a 3 Cl-. Donc vous regardez, la bonne réponse, et c'est la dernière, c'est AlCl3. On a donc un composé ionique, c'est un sel ionique qui doit être électriquement neutre. Question 2, l'équation de dissolution de l'hydroxyde de fer 2 est... Alors hydroxyde de fer 2, c'est FeOH 2 fois. Donc déjà, les réponses B et C sont fausses, puisqu'on vous présente d'emblée des ions, alors qu'il s'agit d'une dissolution d'un solide. Donc la réponse est la A, où on a FeOH 2 fois, une flèche de dissolution. Il se forment les deux ions. Alors vous remarquez qu'on doit être électriquement neutre. Donc il y a formation de Fe2+, et de 2OH-. Question 3. La dissolution du chlorure de fer 2, alors elle est donnée, FeCl2 donne Fe2+, plus 2Cl-. Là il n'y a pas d'erreur. Et en dissolvant 0,4 mol de chlorure de fer 2, on vous dit que l'on obtient alors 0,4 mol d'ion fer 2, 0,8 mol ou alors 0,8 de chlorure. Donc en l'occurrence, on a dissous 0,4 mol, donc c'est total. Donc à la fin, le FeCl2, il n'y en a plus. Donc automatiquement, il s'est formé Fe2+, une seule fois, donc 0,4 mol. Donc on voit déjà que la réponse A est correcte, la réponse B est fausse. En effet, devant Fe2+, vous avez un coefficient stoichiométrique qui est égal à 1, donc il s'est formé qu'une fois 0,4 mol de Fe2+. En revanche, on a obtention de 2 chlorures, 2 Cl-, donc il va se former en fin de dissolution 2 fois 0,4, à savoir donc 0,8 mol de chlorure. Donc les deux réponses correctes étaient la A et la C. Si vous regardez la suite du QCM, page 120, dilution, alors la question 4, on vous dit la relation permettant de calculer le facteur de dilution à partir des concentrations mères C1 pour la solution mère et phi C2. Alors le facteur de dilution, c'est la concentration initiale, donc la concentration de la solution mère, sur la concentration en solution phi. Donc le facteur de dilution est bien égal à C1 sur C2, c'est la réponse A. Vous savez, en TP, on vous dit, voilà, on a dilué 50 fois, on a dilué 10 fois. Et bien, quand on vous dit on a dilué 10 fois ou 50 fois, on vous parle en fait du facteur de dilution. Question 5. La relation permettant de calculer le volume de solution mère à prélever. Donc, vous avez quelques relations possibles. Alors là, par exemple, pour cette question-là, en numéro 5, on peut regarder un petit peu de quoi il s'agit. Et donc, effectivement, quand vous faites une dilution, on doit avoir à gauche le nombre de moles, c'est-à-dire un C fois V, pour la solution mère, où on va en prélever. Et à droite, vous avez un C fois V pour la solution phi. Alors, dans le QCM, on vous parle de C1 et de V1 pour la solution mère, et de C2 et V2 pour la solution phi. Alors, comment fait-on? Eh bien, on veut prélever la solution mère, vous savez, que l'on va introduire ensuite dans une fiole jaugée, par exemple, pour effectuer une dilution. Donc, on veut V1. Donc, V1 égale, à droite, rien ne change, C2, V2. Et bien sûr, pour le fameux produit en croix qui pose beaucoup de problèmes, le C1, il va descendre. On fait un produit en croix. Donc, comme ça, spontanément, ceci est le volume de solution mère à prélever. Et quand vous regardez votre QCM, la seule relation qui est correcte est la réponse B. Donc voilà pour cette question-là. Donc on fait 5B. La question 6,
La verrie utilisée pour réaliser une dilution est, alors, la fiole jaugée, une pipette jaugée, un bécher. En réalité, il faut les trois. La solution phi sera donc réalisée dans une fiole jaugée. Pour cela, on a besoin d'une pipette jaugée, par exemple 10 ml, à prélever 10 ml, et à prélever évidemment dans un bécher de distribution. Donc la question 6, c'est ABC. Pour réaliser une dilution d'un facteur 5 et obtenir 50 ml de solution phi, il faut prélever. Alors là, il y a trois réponses possibles. On va essayer de se ramener à le calcul précédent. On vous demande en réalité, vous voyez, alors ces questions ont l'air de rien, j'y passe du temps car elles sont fréquentes et tout autant que les erreurs sur les copies du bac, donc on fait attention. Donc on vous dit quel volume doit-on prélever de solution mère, c'est la question 7. Alors qu'est-ce qu'on veut? Pour réaliser une dilution d'un facteur 5, donc vous voyez le facteur 5 c'est quoi? On va essayer de le trouver différemment si vous voulez. Alors vous voyez la relation était comme ceci. Voilà. Alors le facteur 5, c'était quoi? On dilue 5 fois. Autrement dit, la solution mère était 5 fois plus concentrée que la solution fille. Alors soit on fait avec cette formule-là, effectivement, ou alors on se dit, tiens, on va diluer 5 fois, et on vous dit, la solution est obtenue dans 50 ml. Donc en fait, le volume fille, c'est 50 ml. Donc si vous voulez diluer 5 fois, on va donc prélever à la pipette un volume qui est 5 fois inférieur. Donc le volume de prélèvement, ça sera simplement 10 ml. Et vous voyez qu'entre les deux, là, vous avez un facteur 5, d'accord, sans être très compliqué. Donc 10 ml à prélever dans une fiole de 50. Ensuite, vous avez donc un facteur 5, 50 sur 10 ml. Donc on voit que la seule bonne réponse pour cette question, c'était la C. Enfin, question 8. Alors pardon, je n'avais pas affiché mon raisonnement, on a un facteur 5 entre le volume de prélèvement et le volume final dans la fiole jaugée. Donc la réponse était la C. Question 8. Pour réaliser 100 ml d'une solution phi 1,2 g par litre à partir d'une solution mère à 6 g par litre, il faut prélever 50 ml de solution mère, 100 ml de solution mère ou 20 ml de solution mère. Donc là, les concentrations, elles sont affichées en grammes par litre. On appelle ça des concentrations massiques. Donc après tout, on vous demande simplement, on souhaite prélever tant de solutions mère. Donc vous voyez que cela correspond à cette expression-là. On veut V1. Donc par exemple, dans cet exemple-là, C2, c'est quoi? C'est la concentration phi, c'est-à-dire elle vaut 1,2 g par litre. V2, c'est le volume de la solution finale réalisée, la solution phi qui fait 100 ml. Et en dessous, vous avez C1, c'est la concentration en solution mère. Donc si vous faites 1,2 fois 100, ça fait 120. 120 sur 6, vous vous rendez compte qu'on va trouver 20 ml. Donc le résultat, c'était 20 ml à prélever de solution mère. Donc la réponse, c'était la réponse C. Voilà pour cette partie de QCM. Si on prolonge un petit peu la fin, en l'occurrence la question 9, on vous demande l'absorbance. Alors, quand on mesure quelque chose pour une solution colorée, par exemple, un des paramètres physiques que l'on peut observer, c'est son absorbance. Donc, plus, par exemple, la solution est concentrée, plus elle est colorée, plus elle va absorber. Et tout cela se mesure avec un spectrophotomètre. Donc, la réponse pour la 9 était la A. En question 10, l'absorbance d'une solution colorée est proportionnelle. Alors, la réponse attendue, c'est la concentration de l'espèce colorée. Donc, c'est la réponse C. Ensuite, d'après la droite d'étalonnage, question 11, on voyait que A et C sont proportionnels. On appelle ça la loi de Beer-Lambert, c'est pas à savoir. Mais cependant, on vous dit la concentration de la solution d'absorbance 1,5 vaut. Donc, vous avez une solution inconnue. Son absorbance, c'est 1,5. Vous regardez, ça apparaît en ordonnée. Et on voit à peu de choses près, si vous faites un report graphique, que l'on va trouver une concentration égale à peu près à 1,3 10-4 mol par litre. Alors faites attention, en abscisse sont mentionnées les concentrations à 10-4 mol par litre. Donc la réponse était la C. J'espère que cela va aller pour vous en ce qui concerne le QCM. Alors si nous regardons un petit peu les exercices assez rapidement, le but est vraiment de réviser ces notions qui sont vraiment simples. Maintenant, vous êtes habitué à ce genre de raisonnement. L'exercice 3, page 122, par exemple, dissolution et concentration en masse.
Alors, pour résoudre ce petit exercice, on vous dit 1 g de glucose. La formule est donnée, donc c'est C6H12O6. Essayez de faire le petit exercice en même temps que moi. Et sont dissous dans 20 ml d'eau. Voilà le préambule. Question 1. Calculer la concentration en masse du glucose de la solution ainsi formée. Alors, la concentration en masse, on peut l'appeler Cm si vous voulez. Cela va correspondre à une masse dissoute rapportée au volume de la solution. Donc là, très concrètement, on a donc 1 gramme, on divise par 20 ml. Alors attention, il s'agit de mettre 100 litres parce qu'on va obtenir des grammes par litre. D'accord? Donc on va donc effectuer ce calcul-là. Alors si vous avez peur de vous tromper en termes de calculatrice, faites-le. 1, on divise par 20 10-3. Essayez de le faire. Alors, en même temps que moi, on va trouver 50. Et 50 tout seul, on peut répéter ça 1000 fois, comme toujours, ça n'a aucun intérêt, il faut une unité. Or, vous divisez ici des grammes par des litres, donc vous avez une concentration massique en grammes par litre. Question 2. Alors, on vous demande, pour cette question-là, déterminer la masse molaire du glucose. Alors, masse molaire, c'est un grand M. Masse molaire de C6H12O6, quelque chose que vous savez faire. Donc on voit qu'on a 6 carbone, donc 6 fois la masse molaire du carbone, 12 fois la masse molaire d'hydrogène et 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Alors les masses molaires en général, elles vous sont données. Donc la masse molaire du carbone c'est 12, la masse molaire de l'hydrogène c'est 1 et puis la masse molaire de l'oxygène c'est 16. Si vous faites ce petit calcul, on trouve 180. Alors, c'est toujours la même chose. Le plus important pour vous sur les copies, faites attention. Vous avez une masse molaire, 180. Ça n'a aucun intérêt si on n'a pas l'unité. Elle définit complètement la grandeur calculée. Sans cela, on n'a pas de sens pour la réponse. En question 3, on vous dit en déduit la concentration en quantité de matière de glucose. C'est-à-dire, on veut la concentration molaire. Donc, vous savez que pour trouver ça, en général, on veut un nombre de moles sur un volume pour avoir des moles par litre. Alors, le nombre de moles, on ne l'a pas. En revanche, on vous a fait quand même calculer la masse molaire à l'instant. Et vous savez qu'un nombre de moles, c'est masse sur masse molaire, j'ai remplacé directement, rapporté au volume. Donc, on y va. Donc, vous voyez, la masse dissoute, c'était 1 gramme. On divise par la masse molaire 180. Et vous divisez par le volume de la solution. Alors, toujours pareil, faites attention, il faut la mettre en litres, 10-3. Alors, prenez le temps de faire le calcul, je le fais également, donc 1 sur 180, voilà, et vous divisez ceci par 20 10-3. Vous devriez trouver, alors j'arrondis un peu, donc à deux chiffres significatifs, 0,28. Alors, même chose, posez-vous toujours la question, j'ai calculé une grandeur, je dois me demander en quelle unité vous allez l'écrire. Extrêmement important. Laissez pas ça devant un correcteur, devant la copie, par exemple. Vous avez trouvé 0,28 et voilà, ça n'a aucun sens. Il faut réfléchir à ce qu'on fait. Donc, le fait de s'interroger sur l'unité vous amène à vous demander ce que vous avez fait. Vous avez divisé des moles par des litres. Ok, moles par litre, il n'y a aucune difficulté. Mais en termes de rigueur, ça change absolument tout sur une copie. Donc, on trouve 0,28 moles par litre. L'exercice suivant qui pourrait m'intéresser, c'est le numéro 6 de la même page, en l'occurrence page 122, rapidement. Alors, si vous regardez l'énoncé ici, on vous dit on veut 100 ml d'une solution de permanganate de potassium, donc on vous donne le volume de la solution fille à 0,010 g par litre. Donc on vous dit que c'est de l'eau de Daquin habituelle, à partir d'une solution mère, évidemment, qui est de 0,20. Alors, le facteur de dilution, alors on a appris à faire ça, on peut l'appeler F si vous voulez. Donc c'est la concentration initiale en fait de la solution mère rapportée à la solution finale qui est plus petite puisqu'on a fait une dilution. Donc là dans cet exercice, la concentration de la solution mère c'est 0,20 g par litre. Alors on peut très bien faire un rapport en grammes par litre ou en moles par litre, peu importe, c'est un rapport. Et vous divisez par la solution fille. Alors si vous avez peur de vous tromper de tête, faites le calcul, 0,2, on divise, ça ne mange pas de pain, ça prend 3 secondes. Et vous trouvez un facteur 20. Donc attention, il n'y a pas d'unité, vous avez un rapport de deux grandeurs d'unité équivalente. Et dans le langage courant, on vous dirait vous avez dilué 20 fois. Alors, quel volume de solution mère faut-il prélever? Eh bien, on y va. Donc, c'est la formule de dilution qu'on a déjà vue précédemment. Alors, soit vous la retenez, soit vous faites un raisonnement logique.
Bon, en l'occurrence, dans ce type d'exercice, on peut aller assez vite, hein. Néanmoins, vous marquez bien sur les copies. Alors là, c'est là où il y a énormément d'erreurs, hein. Ce sont des choses qui ne sont pas très compliquées. Vous dites par dilution, on peut avoir ce type de relation-là, en précisant que le membre de gauche correspond à la solution mère, le membre de droite, la solution fille formée, qui est donc diluée par rapport à la solution mère. Donc si vous regardez ce petit exemple et qu'on relit la question, quel volume de solution mère faut-il prélever? Alors il n'y a aucun souci, ce n'est que de la méthode. Vous voulez en réalité V1. Donc vous voyez, pour avoir V1, c'est comme tout à l'heure. On fait C2V2 sur C1. Alors C2, V2, tout ça, cela concerne la solution fille. Alors elle était tombée à 0,010. Voilà. Le volume de la solution fille, c'est le volume de la feuille jaugée finale, c'est 100. D'accord. Et vous voulez en dessous la concentration initiale de la solution mère. Donc c'était 0,20. Voilà. Donc le volume à prélever, on arrive en bas de page. Eh bien, faites le raisonnement. Donc 100 fois 0,01, ça fait plus que 1. Et donc, il suffit de faire 1 divisé par 0,2. Ça va gagner un petit peu de temps. On trouve 5. Même chose, aucun sens s'il n'y a pas d'unité. Il s'agit de millilitres puisque c'est un volume à prélever. Donc, concrètement, pour faire cette dilution, vous allez prélever 5 millilitres de solution mère. Même chose, il faut une feuille jaugée pour la solution fille, pipette jaugée pour le prélèvement. Donc là, en l'occurrence, une pipette de 5, pipette jaugée de 5. Dans un bécher de distribution, évidemment. Alors, pour l'exercice suivant, ça va être le dernier de la série. Donc, je voulais le faire également avec vous. Alors, on va changer de page. Et on cherche le numéro 16, page 125, où vous avez donc apparition ici d'une courbe d'absorbance en fonction de la longueur d'onde. On vous dit le Lugol, c'est un médicament alors comportant du diode. Donc vous savez probablement que le diode va avoir une couleur brune en solution aqueuse. Et on vous a tracé pour différentes concentrations en millimoles par litre l'absorbance relevée. Donc en réalité, vous remarquez qu'a priori, plus la concentration de Lugol est élevée, plus la solution va absorber parce qu'elle sera de plus en plus colorée. Et donc effectivement, on peut tracer, on vous dit, en première question, à partir de la courbe d'absorption, justifier le choix de la longueur d'onde d'étude. Alors en fait, on a fait passer toutes les solutions à travers une lumière colorée, ça a absorbé plus ou moins. Et on voit que l'absorbance est au maximum pour une longueur d'onde de 480 nanomètres. Alors si vous regardez le cercle chromatique que je vous fournis ici, c'est quelque chose de pas compliqué du tout, où on vous dit que voilà, le Lugol, globalement, quelle que soit sa concentration, absorbe à 480 nanomètres. Si vous regardez ce cercle-là qui vous serait fourni le jour de l'examen, on voit que 480 nanomètres correspond à du bleu-violet. Donc, le Lugol absorbe le bleu-violet. Si cette solution absorbe le bleu-violet, elle va apparaître de sa couleur complémentaire. Donc vous faites le diamètre opposé et vous regardez en face, diamétralement opposé, vous pouvez voir qu'il s'agit du jaune-orangé. Donc en réalité, comme cette solution est jaune-orangé, elle absorbe plus favorablement, plus intensément dans les 480 nanomètres. Donc ça justifie globalement la réponse à la question 1. D'où le choix de la longueur d'onde qui permet un maximum d'absorption du Lugol. En question 2, on vous dit de tracer le graphe. Alors c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris les valeurs du tableau. Alors un petit passage par Python, bon ça c'est une façon de faire, pour sortir un graphe de ce type où vous observez, normalement c'est complètement linéaire entre l'absorbance et la concentration. A et C sont proportionnels, donc plus la concentration est élevée, plus la solution va absorber. Donc la courbe a été tracée. Alors si on vous interroge là-dessus, que peut-on dire? Vous avez une application linéaire, une droite qui passe par 0, et vous pouvez en conclure que l'absorbance est proportionnelle à la concentration molaire de la solution. Dernière question, on vous dit déterminer graphiquement la concentration de la solution inconnue. Donc en fait, vous avez utilisé des solutions de concentration connues et croissantes. Vous avez mesuré l'absorbance, on a tracé la courbe, on appelle ça une droite d'étalonnage, et ainsi, on peut placer sur cette droite une solution totalement inconnue. Là, en l'occurrence, son absorbance est de 1,35. Donc voilà, imaginez en TP
une solution inconnue, vous avez fait votre échelle, votre linéarité entre A et C, et vous la placez sur le graphique. Alors, l'absorbance est d'environ 1,35. Alors, en tout cas, c'est ce qui est précisé dans cet exercice-là. Et on vous demande la concentration obtenue de la solution. Alors, si vous regardez dans le graphique, on voit qu'avec une absorbance de 1,35 environ, alors évidemment, les cases sont assez épaisses, hein, mais bon, on peut voir, si j'arrondis vraiment, vous faites un report graphique, hein, on trouve à peu près 7 en abscisse. Donc, c'est-à-dire que la solution de concentration inconnue, hein, elle est probablement brun orangé, à une concentration de 7 millimoles par litre. Faites attention à l'abscisse qui est en millimoles par litre. Voilà pour ces petits exercices qu'il faut revoir impérativement. Ils ont été traités, en tout cas ces notions-là ont été vues tout au long de l'année, c'est vrai, et notamment en travaux pratiques. Donc je vous invite fortement à revoir toutes ces notions-là. Et n'hésitez pas, d'une façon ou d'une autre, à me poser des questions si vous avez des interrogations ou des choses qui n'ont pas été comprises. Bon courage à vous tous et à bientôt.